Sur topmusic.fr, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Voilà, ça fait un moment que ça dure et on continue, et encore. C'est pas le début, d'accord. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on pense avant de rédiger un compromis, c'est la clause pénale en matière de vente immobilière. Et pour en parler, on a invité... c'est un DJ récurrent. Oui. Ouais. Ouais, c'est comme dans une boîte de nuit où il viendrait régulièrement parce que les gens le réclament. C'est ça, exactement. C'est David Guillig. Bon, il n'est pas DJ, il est avocat. Avocat associé au cabinet d'avocats Solaire, Couteau et Associés, et aussi donc président du Cercle des juristes en droit immobilier d'Alsace. Nouvellement président. Oui, depuis la fin de l'année 2024. C'était une nouvelle association qui vient d'être constituée. D'accord, bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais aujourd'hui, on va plutôt parler de la clause pénale en matière de vente immobilière. Alors, dit comme ça dit pas grand-chose, mais à la fin de l'émission, on en saura beaucoup plus et on pourra même en parler dans les cercles autorisés. Dans les cercles autorisés. Alors, effectivement, dit comme ça fait pas rêver, mais c'est un sujet qu'il vaut mieux maîtriser parce qu'un compromis de vente, une promesse unilatérale de vente, c'est quelque chose que lorsqu'on achète un bien immobilier, on passe systématiquement par ces deux documents juridiques. Et puis, il y a plein de clauses qu'il vaut mieux savoir interpréter, comprendre, analyser. Et c'est exactement ce que l'on va faire aujourd'hui. Alors, évidemment, il n'est pas DJ. Moi, je dis toujours, c'est un peu le Mbappé du droit de l'urbanisme, le Zidane des recours des tiers. Hein. Vous passez par lui et systématiquement, ça cartouche, comme dirait quelqu'un que je connais bien. On peut commencer déjà par expliquer qu'est-ce que c'est qu'une clause pénale, maître. Alors, le vendeur et l'acquéreur d'un bien immobilier, que ce soit un logement, un appartement, un terrain, une maison, peuvent convenir au stade effectivement de la préparation du compromis de vente, peuvent décider d'insérer une clause par laquelle ces parties vont convenir d'une indemnité d'un montant forfaitaire qui sera due par la partie défaillante, c'est-à-dire par la partie qui, alors que les conditions suspensives stipulées dans le compromis seraient réalisées, déciderait finalement de ne pas signer devant le notaire l'acte authentique de vente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'une simple faculté, c'est une simple possibilité. Il n'y a pas d'obligation d'insérer une telle clause dans un compromis de vente, ce qui signifie que si une des parties demande plus exactement que cette clause soit insérée et que l'autre finalement refuse, le compromis de vente ne sera pas signé, tout simplement. On va peut-être expliquer pour nos auditeurs la différence entre un compromis de vente et une promesse unilatérale de vente, si vous voulez bien. Oui, bien sûr, puisqu'en fait, normalement, la clause pénale, on ne peut la trouver que dans le compromis de vente. Alors, compromis de vente, c'est quoi ? C'est finalement un contrat par lequel chacune des deux parties, on va partir d'une solution simple, prend un engagement. Le vendeur, l'engagement de vendre le bien si les conditions suspensives stipulées dans le compromis sont réalisées. Et l'acquéreur, l'engagement d'acheter si là encore les conditions suspensives sont réalisées. Donc c'est un engagement réciproque pris par chacune des deux parties. À la différence d'une promesse unilatérale de vente où en réalité seul le vendeur prend l'engagement, celui de vendre si finalement l'acquéreur décide de lever l'option à la date qui a été convenue par les parties dans la promesse. Alors maintenant qu'on a bien compris la différence entre le compromis de vente et la promesse unilatérale de vente, on se focalise sur le compromis de vente, si vous voulez bien. Quel est le but poursuivi lorsque les parties décident d'insérer cette clause pénale dans le compromis de vente ? Alors, la clause pénale, il y a la notion de pénal, donc qui renvoie évidemment au concept de punition. Il s'agit de punir en réalité la partie défaillante, c'est-à-dire celle qui, en réalité, n'aura encore une fois pas signé l'acte authentique de vente devant le notaire, alors même que les conditions suspensives qui sont stipulées dans le compromis seraient réalisées. Mais au-delà de cette notion coercitive ou de coercition et de punition, en réalité, c'est plutôt, je dirais, une dimension, une vertu dissuasive. Il s'agit en réalité de dissuader une des parties de ne pas signer l'acte de vente, alors qu'en réalité, les conditions suspensives seraient réalisées, puisqu'on voit que si elle ne réitère pas l'acte, la sanction, c'est qu'elle sera tenue de verser l'indemnité qui aura été convenue. C'est une protection, en fait. C'est une protection et surtout une dissuasion, en réalité. C'est protéger les deux parties, puisqu'effectivement, vous avez raison de le souligner, ça vaut à la fois pour l'acquéreur, mais ça vaut également pour le vendeur. Les deux parties sont effectivement protégées. Ouais, on va le voir juste après. Vous avez parlé de cette indemnité. On peut
Vous pouvez expliquer comment justement elle est fixée et fixer le montant de cette indemnité? Alors en la matière, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de texte législatif ou réglementaire, il n'y a pas de jurisprudence qui impose, je dirais, un montant particulier. Donc c'est à la discrétion des parties qui le fixent d'une manière, encore une fois, conventionnelle. En règle générale, le montant de l'indemnité est un montant forfaitaire de l'ordre de 10% du prix du montant du prix d'acquisition en réalité du bien immobilier en question. Et ça peut aller jusqu'à combien? Vous avez connu Il y a combien? pas, alors, en règle générale, moi j'ai jamais vu au-delà de 10%, mais encore une fois, les parties pourraient convenir de 15 voire 20%. Mais vraiment, la règle générale, c'est 10%. Mais maintenant, si effectivement cette règle n'est pas suivie, c'est juste et coutume, qu'elle est ou trop faible ou trop importante, si tout d'un coup on n'est pas d'accord, on va au tribunal, est-ce que le juge a un pouvoir de faire modifier cette indemnité? Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, soit à son initiative, soit sur la demande d'une des deux parties, le juge a effectivement la possibilité de minorer le montant de l'indemnité. Exceptionnellement, il peut la majorer, c'est-à-dire augmenter finalement le montant. En pratique, je ne l'ai jamais vu. En revanche, effectivement, il peut minorer ce montant si effectivement les parties lui donnent un certain nombre d'éléments qui le conduisent à le faire. Donc respecter les 10%, généralement là on est bon. Tout à fait, 10%. Parce que le juge considère qu'en réalité, ça vient en quelque sorte sanctionner, je dirais, le préjudice qui est subi par une des parties. Donc s'il considère qu'effectivement le montant de l'indemnité qui est convenu entre les parties n'excède pas de manière, je dirais, substantielle le préjudice subi par la partie non défaillante, il va rester sur ce chiffre de 10%. Ok. Donc maintenant, très concrètement, dans quel cas la clause pénale peut être mise en œuvre? Alors, elle est mise en œuvre de quelle manière? Encore une fois, je l'ai dit, le compromis de vente comporte un certain nombre de stipulations relatives à des conditions suspensives. Les conditions suspensives sont réalisées. Le notaire convoque les parties pour signer l'acte. Une des deux parties ne vient pas au rendez-vous de signature, ou elle vient et refuse de signer le jour du rendez-vous de signature. Dans ce cas-là, elle est considérée comme étant partie défaillante. Et à partir de là, effectivement, normalement, la clause pénale doit jouer. C'est-à-dire qu'elle a un caractère automatique. Si dans le cas de le délai qui était fixé au compromis de vente, parce qu'on indique toujours un délai de réalisation de cet avant-contrat, il devient caduc. On est redevable encore de cette clause Alors oui, pénale? ça c'est un peu la particularité, il ne faut pas l'oublier, c'est pas parce que le compromis de vente est devenu caduc que la partie non défaillante ne peut pas mettre en œuvre la condition suspensive. Mais il y a un point de vigilance extrêmement important, c'est qu'en revanche, il y a une obligation pour la partie non défaillante de mettre en demeure préalablement le vendeur, si c'est le vendeur qui est défaillant, ou l'acquéreur, si c'est l'acquéreur qui est défaillant, de venir régulariser l'acte devant le notaire. Et si ce délai est expiré, c'est-à-dire que si effectivement le compromis est déjà caduc, en revanche, la partie non défaillante ne pourra plus à ce moment-là mettre en œuvre la clause pénale, puisqu'elle n'aura pas préalablement, avant l'expiration de l'avant-contrat, mis en demeure la partie défaillante de régulariser l'acte. Est-ce qu'il y a des cas où la clause pénale ne peut pas être mise en œuvre, alors même que la défaillance de l'une ou des deux parties au compromis, l'une des deux est défaillante au niveau du compromis de vente? Alors le seul cas que je connais, c'est un cas qui est tout à fait exceptionnel, c'est la force majeure. Effectivement, en cas de force majeure, on va considérer que la partie défaillante n'est pas dans une situation d'illégitimité. Il faut savoir que la jurisprudence est extrêmement restrictive sur la définition et la conception de la force, du cas de force majeure. Il y a eu l'un ou l'autre cas, je pense à un arrêt de la Cour d'appel de Paris de 2015 où l'acquéreur était défaillante. Pourquoi ? Parce qu'elle était victime de troubles psychiatriques et psychologiques qui malheureusement l'ont empêché de venir au rendez-vous de signature. Dans ce cas-là, le juge a considéré que c'était un cas de force majeure. Mais encore une fois, il ne faut pas jouer avec ça. Je dirais que c'est vraiment une acception extrêmement limitée par le juge de cette notion de cas de force majeure. Et la partie défaillante, est-ce qu'elle est toujours condamnée à payer le montant de l'indemnité prévu par le compromis de vente ? Non, parce que précisément, le juge judiciaire, on l'a vu précédemment, peut minorer le montant de l'indemnité qui a été convenu contractuellement par les parties. Et alors, si on prend ce cas-là, quels sont les éléments pris en compte par le juge justement pour rejeter
une demande de réduction du montant de l'indemnité? Alors ça va être par exemple la durée de l'immobilisation du bien. Si le bien n'a été immobilisé qu'un certain temps, on va dire que finalement, pourquoi pas minorer un petit peu l'indemnité. Par contre, il y a des cas où l'indemnité ne sera jamais minorée. C'est le cas où le juge se rend compte que la partie défaillante est vraiment de mauvaise foi. C'est l'idée où elle n'est sans aucune justification, elle ne s'est pas rendue au rendez-vous de signature chez le notaire, sans aucune explication sur sa situation financière, elle a effectivement renoncé à acquérir le bien. Donc c'est des cas effectivement particuliers où on va considérer qu'il n'y a aucune raison effectivement de minorer le montant de l'indemnité forfaitairement convenu entre les parties. Mais ça veut dire que si maintenant j'ai signé un compromis et qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, je me rends compte que finalement... pour une raison particulière, changement de situation personnelle, on va dire, je me rends compte que finalement, je ne peux pas ou je ne veux pas acheter ce bien-là. Je prends attache avec le vendeur, je lui explique la situation. S'il est diligent, je peux sortir du compromis, je ne paye pas la clause pénale. Donc, il vaut mieux le savoir et le dire très, très rapidement. Absolument. Mais ça reste une négociation. Ça reste une négociation parce qu'il peut refuser. Exactement, il peut refuser simplement dans le cadre du contentieux qui serait généré par le refus. Il est fort probable qu'effectivement, si vous aviez demandé au bout de 2 semaines ou 3 semaines à sortir du compromis, que le juge tienne compte effectivement de cette situation pour minorer le montant de la clause pénale. Il y a un autre exemple, et ça me fait rebondir également, c'est l'hypothèse où effectivement le vendeur a réussi à vendre très rapidement ou à revendre très rapidement le bien. Dans cette hypothèse, on peut imaginer que le juge sera enclin à probablement minorer le montant de l'indemnité. Mais ça n'est pas un droit acquis, c'est toujours effectivement un risque que prend la partie défaillante à ne pas signer l'acte. Et on précise que, évidemment, si l'acheteur n'a pas obtenu son prêt à la banque, par exemple, ce n'est pas du tout dans ce cadre-là, puisque c'est une clause qui permet d'annuler. Tout dépend des conditions suspensives. En réalité, la condition suspensive qui tient au financement, c'est pas une condition qui est obligatoire. Un marchand de biens peut parfaitement acheter un immeuble auprès d'un autre marchand de biens ou un acquéreur auprès d'un marchand de biens, et la condition tenant financement n'est pas une condition suspensive. Dans ce cas-là, c'est extrêmement risqué. Et ça, c'est un conseil qu'on peut donner évidemment à des particuliers. C'est dans la mesure du possible. S'ils ont une hésitation sur l'acquisition du bien, c'est de stipuler dans l'acte de vente une condition suspensive liée à l'obtention d'un concours bancaire. Mais ça, c'est le cas. C'est le cas à chaque fois. Quand on a besoin quand c'est des particuliers, en général, mais on peut parfaitement acquérir sans condition suspensive. C'est pas interdit. Ouais, mais c'est plus dangereux du coup. C'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux parce que sauf à connaître un banquier et à lui demander de faire un courrier indiquant qu'il a refusé d'accorder le prêt. Dans le grand banditisme. Dans le grand banditisme. Alors ça, les banquiers le font quasiment plus. C'est juste. Ça, c'était le grand jeu d'il y a 15 ou 20 ans. Et parfois, des banquiers se sont fait attaquer eux-mêmes parce qu'en finalement... L'acheteur était solvable, et puis c'était ce qu'on appelle un refus de complaisance. Exactement. Et là, il y a des banquiers qui se sont fait attaquer, ont perdu, donc ils ne le font plus. Donc, et il y a la jurisprudence. Il y a la jurisprudence en la matière aussi, où effectivement certains acquéreurs sont sortis d'un compromis en indiquant qu'ils n'avaient pas obtenu le concours bancaire. Et en fait, on a réussi à démontrer qu'ils étaient parfaitement solvables et que c'était effectivement la complaisance avec le banquier. Oui, et puis parfois ils achetaient quelque chose d'autre parce qu'ils avaient vu autre chose, et puis bon, là, ils étaient coincés. Mais ce qui est intéressant, effectivement, pour nos auditeurs, c'est de préciser que si une des conditions suspensives rédigées au compromis, comme évidemment le concours bancaire, n'est pas réalisé, la clause pénale ne s'appliquera pas. Tout à fait. Ça, c'est important de le préciser. Très important de le rappeler. Et donc peut-être que on peut imaginer préciser que le compromis est aussi important que l'acte. Il est extrêmement important, et c'est la raison pour laquelle moi je recommande de manière quasi systématique d'avoir recours à un notaire, parce qu'aujourd'hui c'est souvent des agents immobiliers qui ont des formulaires pré-imprimés, à boire et à manger aussi dans ce qui est rédigé, et vraiment moi je recommande systématiquement d'aller voir un professionnel du droit, en l'espèce un notaire. Absolument, pour éviter toute. Et la rédaction d'un compromis de vente chez un notaire n'est pas payée, enfin n'est pas rémunérée, mais ensuite la vente elle se fait chez le notaire quand elle se réalise. Rémunère de cette manière. Voilà. Et ça pose moins de difficultés aussi, parce que notamment sur l'Alsace-Moselle, on sait que par exemple un acte qui ne serait pas notarié au bout de 6 mois devient caduc. Enfin, il y a toute une série de conditions particulières qui incitent vraiment à aller voir un professionnel du droit, et en l'espèce un notaire qui saura garantir la sécurité juridique de l'acte, et en particulier du compromis de vente.
C'était la clause pénale en matière de vente immobilière avec David Guilig, avocat, et du coup j'ai oublié votre nom. C'est fou quand même. C'est incroyable. Cédric Simonin, évidemment. Notre Master of Ceremony, merci, on en sait beaucoup plus, c'est beaucoup plus clair. Toutes les émissions d'Igloo, il y en a maintenant 290. On peut les retrouver sur le site internet d'Igloo, igloonair.fr, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de podcast, sur topmusic.fr. Évidemment, merci messieurs, à bientôt. Merci Eric, en tant que très DJ bientôt. résident, vous revenez quand vous voulez. C'est très aimable, c'est vraiment l'invitation est toujours un plaisir. Merci, à bientôt.